Norma, Joachim, Pascal, Sarah et sa fille. Leurs histoires nous disent les ravages de l'inceste au fil du temps. Ce voyage sera aussi celui de leur bataille. Face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer, pour se reconstruire. Parce qu'un enfant blessé peut devenir un adulte combatif. C'est ce que nous sommes aussi. Nous ne voulons plus de ce silence si bruyant. C'est un court extrait du documentaire intitulé « Un silence si bruyant » qui traite du difficile et délicat sujet de l'inceste. C'est un documentaire qui a eu l'effet d'une bombe en France lors de sa première diffusion sur les ondes de la chaîne M6. Non seulement parce qu'il est poignant, choquant, mais aussi parce qu'on y apprend que sa co-réalisatrice et grande actrice française, Emmanuelle Béard, en a été elle-même victime. Elle a révélé cet état de fait pour se rendre plus légitime sa co-réalisation. Elle est de passage à Montréal pour co-présider le jury du Festival des films francophones Cinémania. Et nous avons profité de sa venue pour l'inviter sur notre plateau un peu plus tôt aujourd'hui. On l'écoute. Emmanuelle Béard, bonsoir et bienvenue à 24/60. Merci. Bienvenue à Montréal. Oui. Nous sommes heureux de vous recevoir, d'autant que vous allez co-présider ce jury à Cinémania. Nous allons en parler dans un moment. Mais d'abord, vous avez co-réalisé un film percutant sur l'inceste, sur ce silence trop bruyant. On vient d'entendre un extrait, le début du film. Vous expliquez le titre de ce film, mais dites-nous d'où vient le titre du film et la démarche du film. Un silence si bruyant, c'est quelque chose qui est tu pendant trop longtemps et qui continue à faire du bruit dans le corps. Voilà, c'est pour ça que ce titre m'est venu très rapidement. C'est quelque chose que j'ai malheureusement dû traverser, qui est resté très douloureux pendant des années, jusqu'au moment où je me suis dit, je suis entre l'urgence et la distance nécessaire pour entamer un travail sur ça, et faisons de cette chose douloureuse quelque chose d'important, quelque chose qui puisse aider d'autres gens. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur différentes thématiques, comme le système judiciaire qui n'est pas à la hauteur du tout de l'injonction de parler, sur la mémoire traumatique qui fait que le cerveau disjoncte littéralement pendant les actes et que la personne a sa mémoire entamée par ce disjonctement du cerveau. Et puis les mères protectrices qui sont des mamans qui portent la parole de leurs enfants et qui sont accusées d'être des manipulatrices et de manipuler leur enfant contre l'incesteur. Et la démarche vous est venue parce que vous vouliez trouver une manière de libérer la parole, sans nécessairement que vous preniez la parole sur ce que vous avez vécu petite fille. Oui. Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas ni de votre père ni de votre mère. Non, non. Et vous avez mais c'est important de le dire parce que votre père était très connu et que ça abîme aussi les familles. C'est quelque chose que vous abordez aussi. De parler, ça peut abîmer les familles. Ça peut fracasser et ça fracasse souvent. C'est-à-dire que généralement, je me suis rendu compte en travaillant pendant 3 ans sur ce documentaire que la personne qu'on éjecte de la famille, c'est souvent la personne qui parle et qui dit les choses, et non pas celui ou celle qui a commis les actes. Donc c'est assez perturbant, ça. Donc en faisant la démarche du documentaire, vous vous êtes senti obligé, responsable, vous êtes senti... Il vous fallait vous-même capable. Je me suis sentie capable. Je me suis sentie capable de m'attaquer au sujet. Je me suis sentie capable aussi d'aller vers d'autres êtres qui avaient vécu aussi l'inceste. Je suis accompagnée d'une formidable documentariste qui s'appelle Anastasia Mikova, qui avait fait ce film qui s'appelle Woman avec Yann Arthus-Bertrand, où elle avait été interviewée des femmes du monde entier. Donc, à nous deux, je me disais, moi je l'ai vécu, elle ne l'a pas vécu, elle est plus structurée que moi, je suis plus bordélique et en même temps je sais où je veux aller, je sais qu'il y a des questions très très intimes comme la sexualité que je veux aborder, les séquelles. Je sais aussi l'anesthésie émotionnelle que certaines personnes dans le documentaire abordent. Je savais où je voulais aller, en fait. En même temps, en regroupant ces témoins, ces femmes ou cet homme qui ont été victimes dans le passé, mais qui essaient de se
reconstruire. Vous dites avoir rencontré, dans le fond, la petite fille que vous avez été, parce que cet enfant qui a voulu dénoncer mais n'a pas été cru par le système de justice d'abord, j'imagine que ça vous a fait, puis c'est vers la fin du film, ça vous a fait un bien immense. C'est comme, il y a comme un effet miroir ici. Oui, il y a un effet miroir, mais en fait, il y a un effet miroir avec tous, y compris un homme, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un homme, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les hommes prennent moins la parole, ils osent moins, comme si ça entamait quelque chose de leur masculinité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que quand il y a une petite fille donc, qui a 10 ans, donc presque l'âge où ça m'est arrivé, où ça a commencé pour moi, et oui, c'est un effet miroir. Mais ce qui est formidable, c'est que cette petite fille a la chance d'avoir une mère qui la croit. Elle a la chance de parler, d'avoir le courage de parler, et d'avoir une mère qui la croit et qui la défend. Donc elle sera sauvée, certainement. Elle affiche une très grande maturité pour son âge, de toute façon. Oui, mais vous savez, quand on traverse ce genre de choses, on a une forme de maturité redoutable. Et vous avez aussi... Parce qu'en fait, l'acte en lui-même nous donne une place. Ce qu'il fait, ce que fait l'acte de l'inceste, c'est de déplacer l'enfant de sa place d'enfant. Et donc il y a quelque chose... On devient presque comme une adulte à un moment où on devrait juste être une enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne vouliez pas, comme les autres participants au documentaire, être seulement une survivante. Vous vouliez vivre aussi. À travers ce film, ça vous a donné... Ça a changé quelque chose pour vous? J'ai appris à vivre avant de faire le film. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de survivre pendant très longtemps et de me débattre et d'avoir des sortes de violences internes qui entamaient ma capacité à vivre. Et puis petit à petit, j'ai aussi eu la chance de faire ce métier qui est un métier de langage, par exemple. C'est très important parce que le langage, c'est une des choses qu'on retire à l'enfant. C'est le silence. Quand on le fait, c'est le silence. On l'oblige, c'est bouche cousue. On l'oblige à se taire. Donc, faire un métier de langage, pour moi, a été très important pour ma reconstruction. Et puis, j'ai eu la chance de fonder une famille. Donc, voilà, on va dire que je m'en suis sortie, mais c'est pas parce que je m'en suis sortie qu'il faut pas se dire... Mais en fait, le fait de m'en être sortie m'a donné la capacité de le faire pour aussi aider d'autres enfants. Oui. Et en même temps, vous avez vécu ça, petite fille. Vous faites une carrière absolument prodigieuse. C'est des pages et des pages de scénarios, de films et tout. Et donc, ce film, pour vous, est-ce que ça vous fait passer de l'autre côté de l'image? Alors déjà, ce film... parce que je me suis longtemps demandé ce que ça faisait, pourquoi je le faisais et qu'est-ce que ça impliquerait pour moi dans ma vie. En fait, maintenant, je le sais depuis quelques semaines, ça clôt le débat, c'est fini, c'est terminé. Et l'autre chose, la question que vous me posez, c'est qu'effectivement, j'ai adoré le temps de l'écriture de ce documentaire. J'ai adoré filmer, j'ai adoré inventer des espaces de bien-être pour chacun d'eux aussi, parce qu'on ne les voit pas seulement dans la parole douloureuse, mais aussi dans des moments... La beauté du monde. La beauté du monde et leur beauté, dont la beauté du monde. Et donc, j'ai eu du plaisir à les filmer et je me suis dit qu'effectivement, peut-être que maintenant, la continuité de ce trajet qui est le mien, de ce destin qui est le mien, et peut-être de passer de l'autre côté de la caméra. Et vous avez dit Ce qui me passionnerait, en fait. Vous avez dit votre dernier mot, au fond, là-dessus, avec ce film. Oui, c'est fini. C'est fini. Il appartient... C'est fini, mais maintenant, j'ai la responsabilité des gens qui viennent me voir et qui me disent, grâce à ce film, grâce à vous, j'ai pris la parole, j'ai parlé à ma famille, je me tiens debout, j'ai décidé de ne plus me taire. Vous voyez, donc c'est fini pour moi. Et en même temps, maintenant, il y a les autres. Ouais. Et je me rends compte que c'est aussi pour les autres que je l'ai fait. Et je dirais quel contexte social en France, parce que vous dites à un moment donné dans le film, il faut s'extraire des chiffres, mais les chiffres sont alarmants. C'est une petite fille sur 5, un petit garçon sur 12, et c'est alarmant. C'est 160 000 cas par an, c'est 10% de la population française. Ça veut dire que dans chaque école, dans chaque classe, vous avez toutes les chances d'en avoir entre 1 ou 3 enfants, entre 3 et 3 enfants incestés, oui. Et votre témoin, c'est Nora, je crois qu'elle s'appelle? Norma, pardonnez-moi, qui dit... Si en cours de route, un médecin qui faisait à répétition des infections urinaires, parce que le corps parle, le corps... Mais bien sûr, ce qu'on dit, on dit l'enfant ne parle pas, c'est pas vrai. Les enfants parlent, peut-être pas avec des mots qui peuvent rentrer dans un cadre judiciaire, mais en tout cas, l'enfant, il dit les choses. Et s'il le dit pas avec les mots, il le dit avec le corps, il le dit dans son comportement. Et le directeur de l'école m'avait posé la question. Si le médecin m'avait demandé pourquoi j'avais des infections urinaires... À répétition. J'aurais tout dit, j'aurais tout déballé. Donc, ça veut dire que, en fait,
c'est pas que l'enfant ne parle pas, c'est qu'on n'entend pas, c'est qu'on n'écoute pas, et c'est qu'on ne regarde pas, et c'est qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on vit dans une société qui ne veut pas voir. C'est-à-dire que ce n'est pas tabou de le faire, c'est tabou de le dire dans notre société. Qui vous a sauvé? Ma grand-mère. Ma grand-mère. En fait, pour pouvoir être sauvé, il faut trouver une personne en qui on a une confiance immense et à qui on peut dire ces choses-là. Et ça a été elle. Parce que vos parents n'ont pas entendu? Non, parce que ce n'est pas à eux que je me suis adressée en premier. Ouais. C'est à ma grand-mère pour qui j'avais une passion et qui avait une passion pour moi. Et je me suis dit, elle va me croire. Parce que la raison pour laquelle les enfants se taisent beaucoup, c'est qu'on a très peur de ne pas être cru. Et de ne pas être aimé non plus. D'être rejeté. Ouais. On a une forme de culpabilité d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre. Il y a tellement de sentiments différents qui empêchent de parler. Et puis ça fait partie des stratégies de l'agresseur aussi. Hein. Quelquefois, ils n'ont même pas besoin de dire tais-toi, c'est implicite. Donc l'isolement, ça fait partie. Ce qui, moi, m'a intéressée dans le documentaire, c'est que moi, j'ai longtemps pensé... Je me suis dit c'est forcément d'ordre pathologique. Et en fait, ce n'est pas une exception pathologique. La plupart du temps, c'est un acte de domination, c'est un acte de déshumanisation, c'est nier un être humain, c'est se servir de son pouvoir d'adulte pour écraser littéralement. Et c'est pour ça que l'enfant se tait. Il est écrasé. Comment un enfant écrasé, nié, peut prendre la parole ? Emmanuelle Béard, vous êtes à Montréal pour Cinémania. On en a peu parlé, oui. Mais pour ceux qui sont passionnés de films francophones, oui. On leur souhaite un bon visionnement. Puis ils vont attendre vos décisions de jury, puisque vous co-présidez avec Philippe Falardeau oui. ce que je vais rencontrer pour la première fois tout à l'heure. Alors, merci pour ce film coup de poing, ce film percutant. Et vous avez parlé de l'écriture. Elle est très sobre, votre écriture. On ne sent pas de colère ni de rage dans votre écriture. C'est pas ce que vous recherchez. Non. Ce que je voulais... Ce qui était le plus important pour moi, c'est que je me suis rendu compte que c'était très difficile pour les êtres qui n'ont pas vécu ça, de se représenter mentalement ce que ça veut dire. Et je me suis dit, il faut non seulement que ça arrive au mental, mais j'avais envie que les gens le ressentent physiquement. Se dire, ah ouais, ça fait mal comme ça. À ce point-là. Ce film a été vu à la télévision française et va être vu à travers le monde grâce à TV5 Monde. Avez-vous déjà les répercussions du film? Vous voulez dire en France? Oui, ou chez les gens qui l'ont pu vivre. Ah, mais c'est non-stop, c'est tout le temps. Ouais. C'est fou, j'ai l'impression, quelquefois je me dis, mais c'est pas possible, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire que j'ai tous les jours dans la rue des gens qui viennent. J'ai des gens qui me prennent dans les bras, j'ai des gens qui sont au bord des larmes, j'ai des gens qui me disent merci, j'ai des gens... On ne pouvait pas imaginer mieux, on ne pouvait pas espérer mieux. Ça a tapé. Et puis c'est un film qui a une volonté d'engagement politique, sociétal. C'est-à-dire qu'on a bousculé aussi les politiques, on a réussi à avoir des rendez-vous importants, on a réussi... Voilà, on veut faire un partenariat avec l'Éducation nationale, on veut continuer à accompagner ce film. Alors, merci, Emmanuelle Béard. Merci pour ce film. Je vous en prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.